commencer. Donc on va parler un petit rappel du programme. Donc on va d'abord évoquer le contrôleur de domaine, qui est la première brique finalement de logiciel. Ensuite, on évoquera la partie gestionnaire de mots de passe, puis les multifacteurs d'authentification, les EDR et les antivirus. Et on verra notamment la différence et la complémentarité qu'il y a dans ces différents outils, et en particulier entre les EDR et les antivirus. Donc, pour ce qui est du contrôleur de domaine, le contrôleur de domaine, alors il peut être soit en local, soit dans le cloud, hein, avec l'avènement notamment de Azure AD. Concrètement, c'est quoi? C'est un serveur informatique qui va permettre de concentrer la gestion des utilisateurs et puis tous les droits qui sont liés à ces utilisateurs. On vous a remis du coup la définition claire et précise de ce que c'était. Et concrètement, il va servir à stocker à la fois des configurations, des droits, des informations et des profils pour centraliser la gestion à la fois du parc informatique, donc vraiment des terminaux, et des utilisateurs à travers des profils de droit et des groupes de sécurité. C'est une des clés de voûte du réseau d'entreprise parce que c'est lui qui va vous permettre finalement de non plus gérer individuellement les équipements informatiques, mais le gérer à une plus grande échelle, qu'on ait 10, 20, 500 ou 3000 postes. Ça reste intéressant parce que ça permet justement d'industrialiser un peu les choses et puis de s'assurer que tous les ordinateurs vont disposer finalement de la même configuration. Et à travers les profils, on va pouvoir segmenter pour dire bah, je veux que tel groupe d'utilisateurs, par exemple, qui travaille à la comptabilité, ils aient ce logiciel-là avec telle règle de sécurité, mais les gens qui sont au support, ils vont avoir d'autres accès, et puis les gens qui sont à la direction, d'autres accès, etc., etc. Au niveau des rôles, je vais laisser Rémi vous détailler un petit peu ce que je viens de dire. Et n'hésitez pas, hein, dès que vous avez des questions, à rebondir. J'ai changé de la slide volontairement parce que ça faisait Ça faisait ça la faisait la transition. passation. Donc Damien l'a très bien dit. À partir du moment où vous avez un certain nombre d'utilisateurs dans le parc informatique, même un petit nombre d'ordinateurs, ça devient intéressant d'avoir une gestion centralisée pour être sûr d'être sur les mêmes versions, d'être capable de rétrograder de version si, par exemple, on se rend compte qu'il y a une version logicielle qui est verrouillée, sans avoir besoin de passer sur 40, 50, 100 machines à la main, comme on l'a vu dans certains cas où il faut désinstaller une application, réinstaller la bonne version. Ça nous permet de propager aussi des obligations qu'on va propager aux usagers, notamment sur les politiques de mot de passe, pour que les sessions ne puissent pas être connectées avec un mot de passe qui va être 1, 2, 3, 4, et que si la personne elle se fait voler son PC, on n'ait pas juste besoin de taper un mot de passe de 4 caractères, mais qu'on impose un petit peu aux usagers les applications qu'ils vont utiliser, les mots de passe un petit peu solides. On va parler tout à l'heure des gestionnaires de mots de passe, mais ça va aussi nous servir à forcer un petit peu les choses sur les outils à utiliser, Ou les à mettre périphériques en valeur utilisés aussi, hein. les périphériques utilisés aussi. C'est vrai, on en avait parlé à la première session de webinar, où on va être capable notamment d'interdire le branchement de clés USB ou des choses comme ça par les contrôleurs de domaine. Donc ça permet de gérer de manière globale les autorisations, les authentifications, des stockages aussi, on l'a dit, donc soit pour interdire certains dossiers, les autoriser, pouvoir révoquer des accès plus facilement aussi, parce que si demain on a un compte partagé pour une entreprise, comme ça arrive avec certains services, si on doit révoquer des accès, ce sera plus simple avec des choses de genre que de changer le mot de passe à chaque fois. Parfait. Donc, le contrôleur de domaine, c'est vraiment, on va dire, la base. C'est des choses qu'il faut envisager dès le début parce que, encore une fois, ça simplifie la gestion du parc. Heu, on n'a pas dit le terme, mais il existe ce qu'on appelle des GPO. Donc, les GPO, justement, c'est des politiques qu'on pousse vers les ordinateurs pour soit installer des logiciels, mais aussi tout ce qui a fait l'objet d'une installation par GPO peut être révoqué par GPO. Donc ça, l'avantage, c'est qu'effectivement, si on reprend le cas de la cyberattaque de 3CX, hein, qui a eu lieu par exemple, bah, toutes les personnes qui étaient impactées ont pu désinstaller massivement le logiciel qui posait problème parce qu'il avait déployé par GPO, juste en révoquant la GPO et du coup tout le parc immédiatement s'est vu retirer le logiciel, là où d'autres ont été obligés de passer sur 50, 100, 150 machines unitairement
pour, venir retirer ça et lorsqu'on est dans le cadre d'une cyberattaque, la rapidité d'exécution et la rapidité de révocation d'un logiciel, est essentielle dans la préservation des données. On verra d'ailleurs tout à l'heure que les EDR et les antivirus jouent un rôle primordial dans cette rapidité de détection et d'isolation, de mise en quarantaine, des logiciels qui posent problème. Mais sans parler d'EDR et d'antivirus, déjà de base, un contrôleur de domaine avec un AD, ça permet déjà de faire un certain nombre de choses et puis de vous aider tout simplement au quotidien pour ceux qui sont du monde de la DSI, ou de l'exploitation informatique. C'est vraiment, un élément essentiel de la vie courante du parc informatique. Les enjeux du gestionnaire de mots de passe, c'est avant tout, et en tout cas il faut le voir comme ça, c'est avant tout un outil pour, faciliter l'expérience des utilisateurs. C'est-à-dire que on a de plus en plus de contraintes qui émanent soit des logiciels en eux-mêmes, soit des recommandations de l'ANSSI, et puis tout simplement de réagir au marché et au monde de la cyberdéfense, où il y a de plus en plus d'attaques, on le sait, et les attaques sont de plus en plus sophistiquées, et les moyens mis en œuvre par les pirates sont de plus en plus importants, notamment en matière de puissance de calcul. Ce qui oblige à monter d'un cran en matière de force des mots de passe. Et donc, un utilisateur qui avant pouvait facilement retenir 2, 3, 4, 5 mots de passe, là se retrouve, quand bien même il en est que 5 à retenir, s'ils ont, 16 caractères, alphanumériques, majuscules, minuscules, caractères spéciaux et qu'il n'utilise pas forcément des passe-phrases, pour pas tomber dans des choses connues de sa vie, et ben, le gestionnaire de mots de passe, il va Bah, quand du même coup, être intégré. ça donne qu'il met le même partout et que et qu'après Exactement, on se retrouve piraté. C'est vrai qu'il faut le présenter comme un avantage et non pas comme une contrainte parce que très souvent les utilisateurs le voient comme une belle contrainte. exactement. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à inclure des contraintes dans une expérience utilisateur qui finalement va devenir fluide parce que l'outil aura été mis à disposition et bien pensé. Les outils de gestionnaire de mots de passe, en plus d'avoir cette gestion de coffre-fort numérique en matière de données, généralement permettent d'avoir d'autres services comme la transmission de documents sécurisés. Alors ça, c'est aussi très important, parce qu'on l'a vu dans le premier atelier, mais on vous redonne un peu les chiffres aussi. C'est que la majorité des cyberattaques, émanent, des boîtes mail, soit, par du phishing, soit parce que la boîte mail a été compromise. Les identifiants de connexion de la boîte mail ont été compromises. Et donc ce faisant, on a très souvent besoin dans le monde de l'entreprise de pouvoir transmettre des documents, de manière, chiffrée à travers des conteneurs numériques, des coffres-forts et les outils de gestion de mots de passe, pour la plupart, embarquent cette possibilité de pouvoir envoyer soit un document, soit un texte, tout simplement, de manière sécurisée. Donc on peut aussi imaginer le fait que je vais envoyer un mail pour dire à la personne: «Voilà le lien, pour, télécharger le fichier» et puis je vais lui envoyer en parallèle, un SMS qui va lui donner le code pour pouvoir déverrouiller le lien que je lui ai envoyé et le lien que je lui ai envoyé va avoir une durée de vie et un nombre d'ouvertures. Donc, je vais pouvoir lui donner à la fois une durée de vie pour dire, quoi qu'il arrive à telle date, ce lien-là n'existe plus, heu et un nombre d'ouvertures de fichiers, pour être certain que je vais pouvoir ouvrir, par exemple, une seule fois le lien et puis une fois que je l'ai ouvert, c'est fini, il ne peut plus jamais être lu. Tout ça, c'est des éléments qui, permettent d'améliorer, de manière significative la transmission de documents sensibles ou la transmission d'informations, qu'on ne veut pas voir exposées dans une boîte mail. Et puis le dernier élément, c'est que je vais pouvoir, au même titre qu'un contrôleur de domaine, je vais pouvoir gérer mes utilisateurs par des groupes pour pouvoir dire, telle personne va avoir accès à tel profil qui lui-même a accès à tel ou tel mot de passe et on va pouvoir différencier un coffre-fort d'entreprise par service et des coffres-forts individuels qui là, ne sont liés qu'à l'utilisateur, ils ne sont pas visibles des autres. J'en parlais tout à l'heure, mais du coup, c'est beaucoup plus simple à révoquer, ça ne nous oblige pas à changer de mot de passe et sur certains gestionnaires de mots de passe, il y a un avantage qui est, conséquent, qui est la non-visibilité du mot de passe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir propager des mots de passe à des utilisateurs sans pour autant qu'ils les voient. Ils pourront juste les utiliser et pré-remplir les champs. Donc ça vous permet de révoquer le mot de passe en étant à peu près sûr qu'il n'ait pas été récupéré par l'utilisateur. Donc dans les différentes méthodes, alors on parle de méthodes,
justement pour, le déploiement ou l'usage d'un gestionnaire de mot de passe. Quand on veut protéger des mots de passe, la première chose, alors vous verrez que le message est un peu similaire au premier atelier, c'est que vous pourrez mettre tous les outils du monde, à partir du moment où vous ne sensibilisez pas, que vous ne formez pas, les utilisateurs à c'est quoi de la sécurité, pourquoi il faut utiliser des mots de passe forts, l'intérêt justement d'un gestionnaire de mot de passe, les failles de sécurité seront toujours là. Vous pouvez bétonner autant que vous voulez le mur devant vous. S'il y a une petite porte ou quelqu'un qui ouvre la fenêtre à l'autre bout du château, ça rentrera, hein. Donc faut bien déjà, sensibiliser les gens à, c'est quoi la sécurité et quels sont les enjeux pour l'entreprise. Imposer le gestionnaire de mot de passe. Pourquoi l'imposer? Parce que, comme je viens de le dire, si vous avez, 99 des gens qui l'utilisent, mais 1 qui l'utilisent pas, bah, c'est ce 1 qui va se retrouver exposé et les pirates, ils vont pas s'embêter, ils vont passer par ce pourcent qui l'utilisent pas, parce qu'il y aura des mots de passe plus faibles, des accès plus simples et cetera. L'hébergement du gestionnaire est primordial aussi, dans la mesure où, bah, vous allez «déporter» entre guillemets la connaissance des mots de passe dans un coffre-fort qui lui, va être quelque part. Donc ce coffre-fort, il se doit d'être hébergé à un endroit qui est, maîtrisé avec un tiers de confiance, tout qui va bien et c'est pas forcément les éditeurs de ces solutions-là qui sont les mieux placés. Il y a pléthore d'exemples, toutes les semaines, de solutions, faites par les éditeurs qui ont de la fuite de données, forcément parce que c'est un peu plus appétant pour un pirate d'aller taper, là où il y a la plus grosse concentration. Donc le fait de répartir sur des unités plus petites, et plus confidentielles, bah, ça permet de préserver aussi, la donnée. Et puis le contrôle, au niveau du gestionnaire de mot de passe, où notamment, à travers l'AD on peut le faire, mais on peut le faire aussi en local, ne pas utiliser les, stockages de mots de passe dans les navigateurs parce que c'est aussi une cible, extrêmement privilégiée des pirates et pour lesquels, les mécaniques de chiffrement ne sont pas à la hauteur aujourd'hui. Donc on va enchaîner, du coup, un petit peu avec ce qu'on disait. On va vous donner des exemples. On vous a fait un podium des différentes, solutions à privilégier de notre point de vue. D'une part, les solutions qui sont hébergées dans des data centers, connus, et plutôt en France, auprès de sociétés avec, pas de capitaux étrangers. C'est plutôt à privilégier, donc c'est ce qu'on appelle les tiers de confiance. En 2, les solutions qui sont hébergées en local sur le PC avec des fichiers chiffrés, ça marche aussi très, très bien. Hébergées chez l'éditeur, mais avec un abonnement, parce qu'en fait, ce qui est avec un abonnement, ils mettent des niveaux de sécurité supplémentaires, mais on est déjà, un peu plus exposé que les deux premières solutions. Hébergées chez l'éditeur sans abonnement, on l'a mis en rouge parce que c'est quand même risqué et le plus risqué, bah, c'est directement dans le navigateur. On vous a mis un petit post-it sur le côté, pour rappel, il faut toujours privilégier les solutions qui ont des multifacteurs d'authentification. Encore une fois, vu que vous allez stocker les mots de passe dans un endroit, il faut que cet endroit soit un peu plus bétonné que la moyenne. Donc pour accéder à son gestionnaire de mot de passe, je vais privilégier une double authentification, qui peut se faire soit à travers une application, soit à travers l'envoi de SMS, il y a plein de solutions, mais il faut privilégier du double facteur, dans la mesure où c'est ce qui va vous permettre d'accéder au reste des mots de passe. En matière, alors comment est-ce qu'on évite les problèmes de, Synchro? synchro dans les 2 FA? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus de synchronisation? Alors normalement, les 2 FA, en tout cas lorsqu'elles sont, sur des bases, applicatives, comme c'est le cas de Google Authenticator ou Microsoft Authenticator ou AOT. Heu, il n'y a pas véritablement de problème de synchro parce qu'en fait, vous avez un algorithme qui tourne avec une durée de validité du code, et le code, il est révoqué à l'instant T par API entre l'application qui attend ce code de vérification et l'application qui génère le code de validation. En revanche, ce qui peut parfois arriver, c'est les doubles authentifications sur base de SMS où là, en fait, si la durée de vie du SMS est un peu trop courte, on vous envoie un SMS, sauf que le temps que vous le receviez, parce que le réseau est chargé, parce que la personne qui vous fait ça, utilise pas des routes blanches et cetera, vous recevez le SMS, vous le rentrez, puis on vous dit que le code n'est pas valable et puis au moment où vous faites ça, vous recevez le deuxième. Là, il peut y avoir, effectivement des problématiques. C'est principalement lié au SMS et c'est principalement lié
à des personnes qui vous font de l'authentification par SMS sans utiliser ce qu'on appelle des routes blanches, c'est-à-dire des routes de diffusion prioritaires, au niveau des SMS. Donc en tout cas, c'est les problèmes dont je peux vous parler, que j'ai déjà évoqués. Si vous aviez autre chose en tête, n'hésitez pas à nous détailler un petit peu l'objet de votre question. On reparlera du MFA juste après aussi. Voilà, et puis on a un bloc sur la partie multifacteur dans les slides suivants. Donc pour répondre, à la question de Steph et Yanis, des noms à vous donner, oui, alors on a sorti 4 solutions, qui sont les solutions, on va dire, référentes du marché. Donc pour ceux en tout cas qui sont en ligne. Donc il y a Dashlane, LastPass, Bitwarden, SecureKey. SecureKey, c'est un produit Encom qui a été déployé en interne, chez nous et qui a vocation, à arriver ensuite, auprès de nos clients. On va d'ailleurs proposer, à certains de nos clients ou prospects, de pouvoir, tester, gratuitement la solution pour voir si ça leur convient, s'ils ont des attentes particulières, s'ils veulent qu'on modifie des choses dessus et cetera. Mais c'est une solution que nous déjà on utilise, pour nos besoins internes en matière de sécurité et au regard de la demande qui nous a été faite d'un certain nombre de partenaires et clients, on a décidé d'ouvrir notre techno un petit peu vers le monde extérieur. Dans les fondamentaux, pour vous reprendre un peu le tableau qu'on vous a mis là, ça vous permet d'avoir une idée, globale de ce que ça coûte et de ce qui est, heu, présent dans les solutions. Je vais laisser Rémi, parler des points clés, qui sont intéressants à voir dans les solutions. La plupart des choses, on les retrouve globalement, enfin ce dont on a parlé, donc le gestionnaire de mots de passe en lui-même, heureusement, il est partout. On a sur certains des limites d'utilisateurs, mais globalement, on remarque que c'est assez rarement limité. Hem On a assez souvent des coffres-forts qui sont pas forcément limités au groupe, et qui sont aussi pour les users et donc qui peuvent se faire des gestionnaires de partage. Ça n'a pas été creusé là dans les comparatifs, mais il me semble que selon les gestionnaires, le partage est plus ou moins affinable. Mmh. Donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que par exemple, dans la notion de groupe, des fois, il y a juste un groupe, c'est-à-dire c'est juste partagé ou pas partagé. Là où, par exemple, sur, Bitwarden ou SecureKey, on va être capable de partager des mots de passe dans une organisation qui sont partagés dans des collections qui peuvent être partagées par chaque user. Donc on peut avoir des affinités un petit peu plus précises. Heureusement, l'ensemble des gestionnaires de mots de passe proposent du MFA, multifacteur d'authentification. Dans les choses un petit peu plus avancées, nous, on a mis en valeur la partie, HDS, donc c'est l'hébergement de santé. C'est-à-dire que SecureKey est hébergé dans un data center qui dispose de la certification HDS, ce qui est assez rarement le cas, on le voit à l'écran. On a la gestion des users personnalisés, c'est-à-dire qu'on peut faire affiner des réglages selon les utilisateurs. On peut par exemple imposer le MFA ou des choses comme ça. On a le partage sécurisé qui lui aussi, est chez tout le monde, donc qui va permettre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure chez Bitwarden et chez SecureKey, c'est ce qu'on appelle le send qui va permettre, de partager des documents, de manière temporaire. La plupart proposent de la surveillance, ça dépend lesquels, mais de la surveillance de la force des mots de passe, ça c'est assez simple. Il va juste vous permettre et vous exposer les mots de passe qui sont faibles. Vous dire, attention, vous avez, 4 mots de passe qui sont, 5 caractères, et cetera. Mais on a aussi la surveillance des sites non sécurisés, donc globalement, c'est les sites qui ne sont pas en HTTPS. Et on a la surveillance du dark web. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils le font tous. Vous le savez peut-être, il y a des bases qui permettent de savoir si vos données ont été exposées. Il y a différents sites qui permettent de le savoir et les gestionnaires de mots de passe sont connectés avec ces sites-là pour être capables de vous remonter s'il y a une base qui a été, publiée sur le dark web ou sur de l'achat de bases de données vérolées, si vos données en font partie ou pas. Et ce qui va vous permettre de recevoir une notification et de vous conseiller de changer votre mot de passe ou des choses comme ça. Une petite part sur la personnalisation. On va être capable, sur SecureKey notamment, d'utiliser un nom de domaine personnel, et non pas de se connecter, sur une URL partagée, mais d'avoir une URL dédiée, pour son gestionnaire de mot de passe, ce qui peut être un petit peu plus joli, et pratique. On a la possibilité de restreindre l'adresse IP de l'entreprise. Ça ne se fait, pas beaucoup. Donc sur des gestionnaires qui sont locaux, on va pouvoir le faire plus facilement, mais sur des gestionnaires hébergés, ça n'arrive jamais. Donc si vous avez par exemple qu'une seule adresse IP publique
donc qu'un seul accès internet qui est celui de vos locaux, de votre siège, on va pouvoir autoriser que celle-ci, ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'utilisateur n'est pas en VPN ou est, à distance, il ne pourra pas accéder au mot de passe. Alors ça, c'est un point essentiel, hein. La sécurité du gestionnaire de mot de passe repose aussi sur l'accès à ce gestionnaire de mot de passe. Donc faire en sorte que le gestionnaire de mot de passe ne soit accessible que si je suis dans les locaux de l'entreprise ou que je suis en télétravail avec VPN, c'est un point qui est assez essentiel. Ça évite d'exposer le gestionnaire de mot de passe aux attaques sur des réseaux que vous ne contrôlez pas. C'est-à-dire que quand vous avez un télétravailleur qui est sur sa box de particulier sans pare-feu et qui n'a pas forcément antivirus, bah, le fait que le gestionnaire de mot de passe, de toute manière, ne réponde que s'il est à travers le VPN pour lequel il peut y avoir du chiffrement, de l'inspection, ou qu'il est dans vos locaux où vous avez tous les dispositifs nécessaires, c'est quand même un point important. On va arriver, doucement mais sûrement à l'assistance, qui peut être un point, assez souvent oublié. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui va décrocher au téléphone pour vous guider sur, un dépannage de cet outil, surtout quand l'ensemble de vos mots de passe sont stockés dedans. Si, demain on perd accès de notre gestionnaire de mots de passe et qu'on a stocké nos mots de passe nulle part ailleurs, et ben, on ne peut plus travailler, on est au chômage technique puisqu'on peut plus se connecter sur nos outils. Donc certains vont proposer juste du mail, d'autres du téléphone. Donc c'est faut voir, la plupart font les 2. On propose ensuite la machine dédiée au client. Là, pour le coup, il y a que Security qui est coché. Donc c'est purement et simplement être capable de proposer une machine virtuelle, voire une machine dédiée qui sera, uniquement pour ce gestionnaire de mot de passe-là. Il y aura pas, une potentielle Il n'y a pas de faille qui sera mutualisation des exposée. ressources. Il y a pas de mutualisation, donc ça veut dire que s'il y a, par exemple, une machine qui est amenée à être piratée, il y aura que cette machine qui sera piratée, donc il y aura que ces mots de passe-là qui fuiteront et non pas une campagne complète de mots de passe comme on a pu le voir, chez certains gestionnaires de mots de passe. Et cette machine, elle peut être sauvegardée sur plusieurs jours, c'est le cas chez Bitwarden et chez SecureKey. On parle de 7 jours, ce qui va vous permettre, s'il y a eu un problème, une suppression de mot de passe ou quelque chose, on va être capable de reculer et de retrouver certaines données. Donc là, ça vous donne déjà une bonne idée de ce qui est présent sur le marché, et des avantages de chacun. Vincent soulignait le fait qu'il utilisait déjà Dashlane. Donc je rebondissais dans le chat en disant que oui, Dashlane fait partie des fiables. Alors de toute façon, tous ceux qu'on vous a mis, hein, sont des outils fiables, hein. On vous met en avant les personnes du secteur qui sont référentes. Je rebondis et je redis ce que je disais tout à l'heure. Attention, les versions gratuites, en revanche, ont déjà fait l'objet de nombreuses fuites. Si vous regardez sur Google ou autre, vous verrez qu'il y a pas mal d'articles sur le sujet. On va parler rapidement des multifacteurs d'authentification. Donc là, c'est pareil. On a la possibilité assez facilement maintenant de mettre en place ces dispositifs pour protéger, on va dire, vos portails logiciels. Très rapidement, la définition, je ne vais pas vous la lire complètement. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est des dispositifs qui permettent soit à travers une application, soit du SMS, soit du mail, soit d'autres dispositifs de type biométrique, de pouvoir débloquer l'accès en plus d'un login mot de passe, de débloquer l'accès à une solution logicielle dans les différentes solutions de multiples facteurs d'authentification. On va retrouver, on vous les a classés, en par force, on va dire, les clés algorithmiques de chiffrement. Donc ça, en fait, c'est des clés USB sur lesquelles il y a un chiffrement qui est présent, voire même des fois, vous avez un écran, hein, avec un algorithme qui tourne, pour pouvoir débloquer l'accès. Donc si on n'a pas cette clé de brancher ou si on rentre pas le code qui est présent sur la clé, algorithmique, bah, tout simplement, ça marche pas. Heu, les applications d'authentification, donc ça, c'est à travers des API sécurisées, vous allez déclarer sur le portail applicatif, s'il le gère bien évidemment, une API pour dire: «Je veux utiliser un Google Authenticator ou un Microsoft Authenticator». Vous allez associer votre application avec le token que vous avez généré, généralement en scannant un QR code depuis l'application de votre terminal mobile et puis au même titre que la petite clé, manuelle, vous avez un algorithme qui tourne et qui va vous fournir un code à rentrer, pour accéder à vos données. La biométrie, donc qu'on parle de reconnaissance d'empreintes digitales ou de scan de visage ou d'iris, peuvent être utilisées. Alors c'est plus souvent utilisé, on va dire, sur des accès physiques, mais on le voit de plus en plus quand même dans le monde informatique à travers des lecteurs d'empreintes sur les laptops ou du Windows Hello avec des caméras avec des capteurs infrarouges pour faire une vision 3D du visage. On en reparlera un petit peu après.
l'authentification par appel téléphonique où en fait, lorsque vous voulez vous authentifier, vous recevez un appel qui va vous lire, un code que vous allez devoir entrer et le SMS. À savoir que les 2 derniers, dans le dernier compte rendu de l'ANSSI du début de cette année, ne sont pas considérés comme des solutions, fiables. Le SMS est de plus en plus, facile à intercepter ou à falsifier. Donc ça, c'est des choses qui ont tendance, au fur et à mesure des années, c'est des choses qui ont tendance à disparaître au profit, des clés applicatives ou de la biométrie. J'avance volontairement, Ouais. c'était aller direct à ça, en fait. Bah, voilà, au niveau donc du SMS, l'avantage de l'authentification par SMS, c'est que c'est hyper simple. Quasiment tout le monde a un téléphone et on n'a même pas besoin de smartphone pour le coup pour recevoir un SMS. C'est facile d'utilisation et puis, c'est pas très coûteux, d'envoyer un SMS, quand bien même on doit le prendre en charge. Envoyer un SMS, en gros, ça coûte 6 centimes, hein, donc c'est pas ce qui coûte le plus cher et ça a le mérite en tout cas déjà de faire un premier niveau de sécurité et d'être extrêmement, simple et compréhensible par les utilisateurs. En matière de sécurité, donc je le disais, attention, hein, le SMS, c'est pas ce qui est aujourd'hui le plus robuste, mais en tout cas, en dehors des pirates, avec des attaques sophistiquées ou des gros groupes de pirates, ça permet déjà de se protéger on va dire, de tous les petits pirates. Heu, En termes d'utilisation, on l'évoquait tout à l'heure, notamment avec la question de Claire, la diffusion de SMS peut parfois arriver en décalé et générer quelques problèmes. Globalement, c'est quand même une solution qui est, assez répandue, qui fonctionne bien. Les banques l'utilisent, mais elles sont en train de diminuer. Les banques, hein, elles proposent de plus en plus d'avoir un terminal de confiance avec une application. Elles s'orientent plutôt là-dessus, ou encore sur des accès biométriques. Damien en a parlé rapidement, c'est un échange de tokens. Le token, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un token qui va périmer extrêmement rapidement. Globalement, c'est entre 15 et 30 secondes. Donc, je pense que vous voyez de quoi je parle pour ceux qui l'ont utilisé. C'est un token avec un temps qui passe, et souvent c'est entre 4 et 6 chiffres, qui va être utilisé par une application tierce. Donc, ce token-là, il est soit visible par ce que je disais avec des 6 chiffres, soit juste basé sur une acceptation ou un refus. Damien parlait des banques. Maintenant, sur vos applications bancaires, globalement, quand vous faites un paiement, vous avez le 3D Secure qui vous remonte un je dis oui ou je dis non. Mais vous avez sur des applications autres ce qu'on appelle le TOTP, qui est le protocole qui affiche ce fameux token. Damien parlait de Windows Authentificator, de Google Authentificator. Certains gestionnaires de mots de passe l'intègrent aussi. Donc, j'ai regardé, on a aussi LastPass qui l'intègre. Il n'était pas dans les comparatifs, mais on a LastPass et notamment SecureKey, Bitwarden, et cetera, qui intègrent le fait que vous rajoutiez un token TOTP pour l'authentification à votre application favorite et qui, du coup, vous met le token directement dans le gestionnaire de mot de passe. Donc, ça vous remplira l'identifiant, le mot de passe et le code qui change toutes les 15 secondes. Ça peut être pratique. De la même manière que le SMS, on a fait un petit comparatif. En termes de sécurité, forcément, c'est un petit peu plus élevé parce que ça passe par des biais un petit peu plus sécurisés que du SMS. Très souvent, il y a de la protection en plus parce que pour ouvrir votre application d'authentification, il va vous demander quelque chose de biométrique, donc une empreinte digitale, Face ID sur des iPhones ou des choses comme ça. C'est assez simple d'utilisation aussi, on en parlait tout à l'heure, on scanne un QR code, ça nous ajoute le token sur l'application, on a juste à l'ouvrir pour copier-coller le code. Assez simple. Hem C'est souvent une application Microsoft Authentificator, on peut mettre 15 applications dessus, on peut mélanger le pro du perso. Donc on va avoir une seule application sur un seul téléphone et on va être capable d'avoir tout ça. Ça a un défaut, on en parlait tout à l'heure, on est obligé de disposer d'un équipement physique. Du coup, assez régulièrement connecté à internet, puisqu'il va permettre d'afficher le code, qui nécessite des mises à jour, soit l'application ou le logiciel, et ça marche pas dans toutes les situations. Donc si j'ai pas pris mon téléphone avec moi et qu'on me demande le code pour me connecter à mon CRM, bah, je suis bloqué, j'ai pas de code. Alors après, il y a souvent des solutions de secours qui permettent de se connecter quand même avec un code à usage unique que vous pouvez connaître par cœur ou des choses comme ça. La biométrie, donc là, c'est pareil, on va passer assez rapidement. Pourquoi? D'une part, c'est moins répandu, et comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt orienté, sur, l'accès à du physique, hein. Donc pour, la porte, typiquement d'une salle blanche, on peut avoir, une lecture biométrique.
Pour autant, le marché informatique, tire aussi dans cette direction-là, notamment en matière de sécurité, parce que c'est très compliqué de falsifier, la rétine de quelqu'un ou l'empreinte digitale de quelqu'un ou le visage, parfaitement modelé de quelqu'un. Heu et puis parce que en termes d'expérience utilisateur, finalement, vous avez juste à vous mettre devant, votre ordinateur ou à, glisser votre doigt sur le lecteur d'empreintes de votre clavier, pour que ça débloque. Donc ça a quand même un attrait, certain vis-à-vis de l'utilisateur. Dans les côtés négatifs, il y a un vrai sujet réglementaire sur le stockage de ces données, où est-ce qu'elles sont stockées et si jamais elles sont atteintes, dessus. Parce que là, pour le coup, on peut avoir, des données biométriques, d'individus. Donc il y a une vraie réflexion, notamment en Europe, sur l'usage de ces technologies-là, et en particulier sur la reconnaissance faciale dynamique, qui porte aujourd'hui des sujets au niveau de la Commission européenne. En matière de coût, ça nécessite d'avoir des équipements un peu avancés, donc c'est pas tous les PC qui le font. Généralement, c'est plutôt les PC haut de gamme ou des PC dans la gamme professionnelle et qui ont un certain coût. Et puis parfois, alors on l'a mis en fiabilité, parce que je suis pas coiffé comme d'habitude ou que j'ai mis des lunettes ou que j'ai un masque ou que, mes doigts sont trop gras, je vais devoir m'y prendre à 1 ou 2 fois avant que ça passe. C'est un système qui est extrêmement robuste, mais qui a quelques petits, désavantages et qui nécessite d'avoir des équipements en adéquation avec ce type d'authentification-là. Pour, avancer sur les sujets, on va maintenant parler des EDR, qui est la contraction de Endpoint Detection and Response, qui sont des outils essentiels pour le coup à la défense, de votre, parc informatique et de vos systèmes d'information. Pareil, je vais pour résumer, donc les EDR, c'est des outils qui permettent avant tout de détecter, des menaces à travers des changements de comportement de votre parc. Donc concrètement, il va regarder, donc c'est des clients, hein, qu'on va installer sur les différents ordinateurs ou serveurs du parc informatique, et ce client-là, ce logiciel, va permettre d'inspecter un petit peu le comportement de votre ordinateur en matière de CPU, donc de processeur, de mémoire, de disque, de réseau, par rapport à des algorithmes, et qui va détecter des comportements anormaux. Donc pour ça, il y a généralement une console de gestion centralisée, auquel les différents agents de l'EDR réfèrent, pour parler à un serveur d'autorité qui va pouvoir dire: «Bah là, attention, cet ordinateur, d'habitude, en matière de réseau, il envoie tel type de paquet et cetera. Là, il envoie plein de données». Donc il va pouvoir, heu, collecter de l'information et directement agir, auprès de l'ordinateur pour éventuellement le mettre hors ligne, parce qu'il commence à devenir un petit peu trop verbeux, ou avec un comportement anormal. Donc l'EDR, son principal, rôle et ses principale mécanique de fonctionnement, c'est de scruter ce qui se passe en matière de comportement sur l'ordinateur et en se basant, vraiment sur des anomalies ou des vraiment fines, hein. Des fois, ça peut être juste que le cache au niveau de la mémoire de votre ordinateur est pas utilisé correctement, ou l'accès à des fichiers auxquels votre ordinateur accède jamais, dessus. Ce qui permet de se prémunir d'attaques assez sophistiquées qui exploitent justement, des sous-routines ou des sous-programmes, de Windows qui sont peu ou pas utilisés, ou bien un fichier qui a été déposé et qui va commencer à se réveiller, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent dans les cyberattaques, la première phase consiste à aller déposer des choses, de manière, extrêmement, calme, en sous-marin et cetera, pour que ça passe sous les radars, et puis le jour où ils ont besoin, ils vont venir, activer ces couches de code pour aller, collecter de la donnée. Heu, Comme je le disais, il y a une console de gestion auquel vont référer les agents. Ce qui fait qu'un DSI ou un RSSI ou quelqu'un qui va avoir en tout cas la gestion du parc informatique, va pouvoir voir en temps réel finalement ce qui se passe sur son parc et voir la propagation de ce qui se passe sur son parc. C'est des outils qui sont très intéressants pour être proactifs, sur une attaque en cours. Comme je disais, à partir du moment où, donc une question de Vincent qui dit: «Du coup, est-ce que c'est un outil d'analyse mais pas de protection?» Alors, c'est principalement un outil d'analyse. Alors, il va quand même protéger dans le sens où il va pouvoir redescendre à travers le client, heu, un arrêt réseau ou une isolation ou, un fichier qui poserait problème, le mettre en quarantaine au même titre que le ferait un antivirus.
C'est juste qu'il ne va pas regarder exactement les mêmes choses qu'un antivirus. Un antivirus, et on va le voir, juste après dans les transitions, la différence entre un EDR et un antivirus. Merci de la question Vincent, ça me fait ça me fait une excellente transition. C'est qu'ils vont pas regarder exactement les mêmes choses. L'EDR, il va être effectivement dans la détection des menaces avancées, qui vont exploiter, vraiment des failles spécifiques de systèmes ou de réseaux spécifiques. Et le comportement en réponse, pour, répondre à ta question, il va pouvoir, isoler, la machine et collecter des preuves, ce qu'on appelle des preuves forensiques, qui vont permettre après de pouvoir faire les dépôts de plainte ou envoyer vers justement les éditeurs d'antivirus pour émettre, l'antivirus qui va permettre d'éradiquer ce code malveillant. L'antivirus quant à lui, il prévient généralement les infections en analysant principalement les fichiers et les comportements macro-informatiques. Il regarde les S signatures de choses qui ont déjà été, Déjà été déclarées, hein. observés, déjà été connus, déclarés. Ou de comportements réseau, clairement anormaux, type, le PC, commence à faire une tempête de broadcast. L'antivirus est capable de le voir et de l'arrêter, c'est ce que fait, notamment E7 pour pas le nommer ou d'autres solutions. Donc l'EDR lui va, regarder ce qui se passe en matière, vraiment fine de comportement et d'attaques sophistiquées et l'antivirus, lui, va se référer à un référentiel de signatures déjà connu, qui sont mis à jour de manière extrêmement dynamique et en temps réel pour bloquer du moment que quelque chose a été détecté en amont. Donc il y a une vraie complémentarité entre, bah voilà, il y a une vraie complémentarité entre les deux, dans la mesure où l'EDR va pouvoir remonter des informations aux solutions antivirus qui, elles, vont pouvoir, l'éradiquer derrière. Je vais laisser Rémi un petit peu vous détailler les complémentarités avant qu'on attaque après l'antivirus. Bah, le fait de mettre les 2 ensemble, tu t'en as parlé, c'est que les deux vont se parler, surtout si c'est le même fournisseur d'EDR et d'antivirus, on en reparlera un petit peu après. Hem, mais même s'ils ne se parlent pas, globalement, dans la cyberdéfense, l'ensemble des acteurs se Les parlent. acteurs, ouais. C'est-à-dire que si E7 trouve une signature, qui est un petit peu louche, il va la remonter à d'autres solutions qui vont regarder, alors des fois en interne ou pas, et une fois qu'ils en sont sûrs, ils vont la propager à Avast, à WatchGuard, etc., etc. Et ça va assez vite se propager globalement, même maintenant sur certains navigateurs. Donc, ils vont être capables de se parler entre eux, ils vont donc être capables de prévenir et de répondre, puisqu'ils sont capables de se parler entre eux. Vu qu'ils ne détectent pas la même chose, on va éliminer plus de menaces et donc être capable d'éliminer des menaces plus avancées. Et on en parlait tout à l'heure, le DR, il va aller voir des choses un petit peu plus profondes, donc ça va être complémentaire, purement et simplement. On vous a mis une slide, alors là c'est pareil, on va passer rapidement. Chez Encom, on travaille, en matière de sécurité, avec WatchGuard depuis plusieurs années et ils proposent des solutions de type EDR. Il y a d'autres solutions, on va en voir deux trois, hein, qui sont des solutions de référence. Donc, nous, on vous parle de WatchGuard parce que c'est une solution qu'on connaît et que, on est en confiance avec cet éditeur-là. Donc on se permet d'en parler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tous les éditeurs de solutions de pare-feu, Sophos, WatchGuard, Storm Shield, Fortinet, ont des solutions d'EDR parce que justement, il y a un intérêt à ce qu'un contrôleur EDR puisse parler au pare-feu pour dire: «Attention, là, telle IP, tel, protocole, et tel client, bah, on ferme les portes parce que, il y a un problème qui se passe». Donc les interactions qu'il peut y avoir entre l'EDR, l'antivirus et le pare-feu sont intéressantes à avoir de manière à avoir des capacités de réaction assez rapide. Donc l'EDR WatchGuard, il reprend ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'il y a une solution centralisée avec des automatisations pour identifier, une console pour avoir une visibilité du parc dessus. Elle est complémentaire à la solution antivirus et il y a des notions d'automatisation, notamment en matière de rapport ou d'alarme, et une notion de surveillance, notamment avec du machine learning, qui est opéré par l'éditeur. Pour que vous compreniez mieux la complémentarité qu'il peut y avoir entre les différents outils, on vous a remis un petit slide, assez simple qui vous permet
de bien voir justement la différence qu'il y a entre l'EDR et l'antivirus et ce que ça va regarder, en matière d'inspection et donc on voit bien que ça regarde pas les mêmes choses et que ça va pas intervenir sur la même chose. Donc la réponse de l'EDR, typiquement pour revenir sur la question de Vincent, la réponse de l'EDR à une détection, ça va être, d'une part de loguer l'activité des attaques et de montrer, la propagation, d'isoler les machines qui posent problème et de bloquer les programmes, alors que l'antivirus, lui, va plutôt, Enlever le intervenir, voilà, dans la mise en quarantaine, la désinfection, le retour à, des versions de fichiers, correctes et à de l'analyse, à froid des postes de travail. Donc vous voyez, on n'est pas sur le même, on n'est pas sur le même segment. On vous a remis aussi 2 slides là des consoles de supervision qui permettent de voir un petit peu, d'avoir un mappage réseau, d'avoir un compte rendu des différentes attaques, sur lequel on a des notifications qu'on peut automatiser, de manière à être prévenu, et encore une fois d'être réactif, sur une attaque. Parce que je le redis, hein, mais, dans le premier message, je martelais le message qu'il faut de la formation. Dans ce webinaire-là, je matraque un peu le message qu'il faut être proactif et réactif, pour être certain d'avoir le moins d'effets de bord possible quand une cyberattaque arrive à passer. Et ces outils-là sont faits justement pour vous aider que ça ne passe pas. Deuxième acteur du marché, qu'on vous a mis, dans ce webinaire et dans cette présentation, c'est Alfrang. Alors, Alfrang, il n'est pas très connu du grand public, mais il faut savoir que c'est le seul éditeur, de solutions EDR qui a pris un coup de tampon de certification de l'ANSSI. Ces gens-là viennent du monde vraiment de la cyberdéfense et de la cyberdéfense militaire. Donc ils ont un niveau qui est extrêmement élevé. Ils s'adressent à tous les corps de métier et toutes les entreprises, et ils ont un niveau de défense qui est particulièrement élevé. En revanche, Rémi l'a évoqué tout à l'heure, Alfrang ne fournit que ça, donc ça ne peut pas communiquer facilement, avec de l'antivirus ou du pare-feu. Et là, de manière générale, il y a 2 écoles. Soit on se dit: «Je veux la Rolls-Royce dans chaque domaine» et puis il va falloir que vous mettiez, des outils transversaux, ou plusieurs, outils de monitoring pour voir un petit peu ce qui se passe. Soit on se dit: «Bah, finalement, la BMW, c'est pas mal» et puis, là, on va avoir, toute une batterie de services qui seront inclus et qui permettront d'être, mis en service, facilement. Donc ça dépend où est-ce qu'on place le curseur déjà en matière de sécurité. Est-ce qu'on a besoin d'une sécurité vraiment, top niveau ou est-ce que on finalement, si on a déjà, une marque premium qui fait bien le boulot, ça peut le faire. Heu, les On vous a remis un peu de détails au niveau d'Alfranc sur ce qu'ils font. Ils sont très, très hauts en matière de respect de la confidentialité, de robustesse de la programmation. C'est ce qu'on vous a marqué, ici et encore une fois, c'est les seuls à disposer de la certification de l'ANSSI. Et notamment après derrière, si une cyberattaque arrive à passer, ils sont très forts sur la partie forensique, c'est-à-dire sur la partie, collecte des datas techniques permettant de remonter le fil d'une attaque et de trouver le responsable de l'attaque. Et donc, qui dit EDR dit complémentarité avec les antivirus qu'on a vu tout à l'heure parce qu'ils font pas la même chose et donc on va attaquer avec les antivirus où je laisse Rémi présenter tout ça. Bon, on en a parlé un petit peu, tout au long de l'EDR, donc je pense que vous avez une bonne notion de ce que ça fait. Hem Et en plus, c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu du grand public, contrairement à l'EDR. Donc les antivirus, je ne vais pas vous lire la définition, qui est écrite à l'écran, mais globalement, ça sert, selon des signatures déclarées, à supprimer une menace qui a été détectée par un ou plusieurs antivirus. Son rôle, on en a parlé, c'est d'être capable de mettre en quarantaine quelque chose de douteux, ensuite d'être capable de regarder ce que c'est pour, acter oui ou non de sa dangerosité et de vous protéger en le supprimant. On en arrive à son importance. L'importance, c'est forcément de détecter et de protéger, un petit peu comme l'EDR, mais pas de la même manière comme on a pu le voir. Je vais pas trop en reparler non plus. On a essayé de faire de la même manière que l'EDR, donc je vais vous parler un petit peu de WatchGuard. WatchGuard, a racheté Panda il y a quelques années, Panda qui était un système d'antivirus, qui est toujours. Donc, ça a été intégré en même temps à ce moment-là. Donc WatchGuard dispose, d'un antivirus qui va être capable de faire tout ce qu'on a pu voir. L'avantage de passer par une solution, qui est capable aussi de faire du pare-feu, comme on a pu les citer tout à l'heure, c'est que si vous prenez
un antivirus WatchGuard, un EDR WatchGuard et un pare-feu WatchGuard, il va être capable, ils vont être capables de tous les 3 se parler et d'être capables de prendre des décisions un petit peu plus, violentes et rapides. Comme disait Damien, si l'antivirus est capable de dire: «J'ai trouvé quelque chose qui vient de cette adresse IP-là, en Chine, ou en Russie», et ben, le pare-feu va être capable de bloquer cette adresse IP-là, et donc s'il y a un seul périphérique qui était, jusque-là malade par une infection, il va aider les autres à ne pas arriver jusqu'à cette notion d'infection, puisque le pare-feu en amont ou l'EDR va être capable de bloquer tout ça. Un petit peu comme l'EDR, hein, on a un monitoring, on a de la visibilité complète avec des rapports et des choses comme ça, heu et tout ça en temps réel. Un petit rappel sur le module 1 de la cyber, qu'on avait fait, il y a quelque temps. Il faut bien avoir en tête qu'il vaut mieux avoir un petit pare-feu, un EDR et un antivirus et avoir les 3 que d'avoir un méga firewall et pas d'EDR et pas d'antivirus derrière le parc. Mmh, Faut vraiment que vous voyiez la cyberdéfense comme la construction d'un château fort, hein. C'est exactement la même chose. Et pour empêcher quelqu'un de rentrer, c'est une succession de défenses qui servent à protéger de choses différentes. Vous pouvez avoir le meilleur mur du monde et le meilleur pont-levis. Si vous avez 3 mètres pas de plus dove. loin une porte dérobée, sans douve, avec une porte en bois, ils vont arriver à rentrer dans l'enceinte du château. Donc de toute manière, il vaut mieux avoir les 3 qu'un seul ou voilà. Donc la cyber de toute manière, c'est un ensemble et le premier vecteur de défense, c'est la formation et la sensibilisation que vous faites à vos utilisateurs. Vous pouvez même faire des fausses campagnes de phishing. Il y a plein de services, et de sociétés qui peuvent vous aider dans ces démarches-là pour, regarder un petit peu où en sont vos utilisateurs par rapport à cette sensibilité-là, de est-ce qu'ils savent détecter un mail frauduleux? Est-ce que, quand vous mettez à disposition des clés USB devant la porte de votre entreprise, tout le monde se jette dessus et le branche sur vos PC? Il y a plein de petites choses simples qui permettent de voir un petit peu, où en est votre entreprise. Donc voilà, c'était juste un rappel, pour vous compreniez bien que la cyber, c'est un ensemble de sécurités différentes qui vont vous permettre de baisser le risque au maximum, sachant que je garde l'image du château fort. Les meilleurs châteaux forts ont toujours à un moment fini par céder parce que l'attaque était trop forte en face, l'armée était trop grande, il y avait plus de catapultes, tout ce que vous voulez. Donc le fait de mettre en place des mécaniques de défense ne vous protège pas à 100%, mais il limite très, très, très grandement le risque. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Dans les antivirus, on vous a parlé de WatchGuard, on vous a mis un autre, Je te laisse parler des 7, tu le connais mieux que moi. un autre logiciel antivirus référent du marché qui est E7, qui existe depuis très longtemps. C'est un des pionniers du monde de l'antivirus avec les autres, marques américaines. Ils sont là depuis 1987. Ils ont des récompenses très régulièrement. C'est un logiciel qui est robuste, qui a fait ses preuves. Donc E7, si vous voulez, l'avantage, c'est qu'il a été pensé pour le monde de l'entreprise, même s'ils font aussi les particuliers. Il y a, comme l'a dit tout à l'heure Rémi, on retrouve un peu les mêmes choses, hein, chez tous les éditeurs, une console de gestion centralisée et puis un agent sur le PC qui va, surveiller ce qui se passe. L'intérêt des 7, c'est qu'il a toute une brique de surveillance réseau aussi, où quand vous branchez un nouvel équipement, l'adresse MAC est connue de nulle part, vous branchez, un équipement, vous allez avoir une pop-up qui va vous dire: «Attention, là, il y a un nouvel équipement sur le réseau, est-ce que c'est bien normal?» Donc il y a des petites choses comme ça, qui permettent de renforcer la sécurité. Le fait de pouvoir aussi interdire l'usage, strict des ports USB sur l'ordinateur à travers S7, donc une couche supplémentaire à l'AD. Et puis un niveau de détection et de réponse qui est quand même assez violent chez eux. Ils ont une plateforme qui est mise à jour toutes les 30 secondes. Donc c'est un des référents du marché. Donc on vous l'a mis aussi pour que vous ayez une petite idée globale de ce qu'on peut trouver et en tout cas des choses que nous, on a déjà pu mettre en œuvre et dont on sait, que les résultats ont été probants. Ça ne veut pas dire que les autres sont nuls, hein, mais au moins, ceux-là, nous, on les a testés et on sait que ça marche bien. Une notion, juste de sandbox, donc ça, c'est valable pour, Storm Shield, WatchGuard, Fortinet et 7. Les, systèmes, performants et récents d'antivirus, prennent les fichiers qui leur paraissent pas très sympathiques, les mettent,
dans le cloud, dans ce qu'on appelle une sandbox, donc un bac à sable, où ils vont pouvoir le découper, le détriturer, regarder ce qu'il y a dedans, et cetera, pour redescendre vers les équipements, justement, tout ou partie, des réponses qui permettent de se prémunir ou alors de le déclassifier pour dire: «Bah non, finalement tout va bien, c'est juste que le code est pas très propre, mais il est pas dangereux» et puis de le redescendre et de l'autoriser. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont mis en œuvre aujourd'hui maintenant par les différents acteurs de la cyberdéfense. Hem, on est arrivé au bout de ce webinaire sur les solutions logicielles. Je réinsiste un petit peu sur le fait que, faut vraiment voir ça comme un ensemble, et que chaque brique est utile pour protéger, chacun des morceaux du réseau et que, heu, il faut le voir, comme un projet global de l'amélioration de son parc informatique ou de la mise en conformité, suivant comment vous voulez l'appeler et que donc, se dire: «Bah, je vais mettre des antivirus et des EDR alors que j'ai pas de gestion de parc, je gère pas où sont mes ordinateurs, je sais pas combien j'en ai en circulation, Et on peut mettre je des mots de passe de 4 caractères. voilà, il y a des mots de passe 1, 2, 3, 4 partout. Faut déjà commencer par ça. Donc faut déjà commencer par on forme les utilisateurs, on les sensibilise, on monte, crescendo, sauf si vraiment vous êtes trop, trop loin, bah, vous pouvez dire: «Bah, non, on va faire un effet de rupture et puis on va mettre à plat et Mmh. on met en place des outils qui vont vous aider». Ça peut aussi être une approche, hein, on a des sociétés qui font ça, qui disent aux utilisateurs: «Ben non, écoutez, on peut pas continuer comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous aider. Les mots de passe que vous utilisiez, on les a révoqués, on les a mis dans un outil, donc dès que vous allez vous connecter, vous allez les retrouver». Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent être faites. Mais vraiment le message que je tiens à vous faire passer, c'est, prenez-le de la base gentiment. Faut pas avoir peur de ces chantiers-là. C'est des chantiers qui se font très bien, avec des outils maintenant qui sont assez performants. Il y a beaucoup de sociétés qui sont là pour vous accompagner, dont Encom, sur, les réflexions que vous devez avoir, et la conduite du chantier et puis, bah, la mise à disposition des outils. Ces webinaires, on les fait, vous l'avez vu, sans l'appui, forcément des éditeurs parce qu'on se veut, d'avoir en tout cas une vision, à peu près objective des choses, et on n'est pas, financé par ces gens-là pour dire du bien d'eux. Nous, le juge de paix, c'est les retours terrain et les retours de nos clients dessus. Donc voilà. J'ajouterais Alors vous rapidement que excuse-moi Damien, j'ajouterais je t'en rapidement que prie. c'est 3 valeurs qui vont être importantes dans la cybersécurité qu'on oublie souvent pour moi. C'est la sécurité, la finance et le confort. C'est-à-dire que plus c'est 3 bulles qui se rejoignent, c'est-à-dire que plus vous allez vers la sécu, souvent moins il y a de confort et plus ça coûte cher. Donc faut réussir à trouver Un bon équilibre. un bon équilibre entre quelque chose qui ne va pas, ennuyer l'ensemble des collaborateurs et où personne va vouloir suivre, ce que vous êtes en train de faire parce que, c'est trop complexe et ça les fatigue. Mais ne pas non plus aller sur quelque chose de trop simple parce que du coup, il y a plus de sécurité et ne pas non plus nous ruiner dans, que des solutions dernier cri qui, cochent toutes les cases, qui vont nous faire, dépenser des centaines de milliers d'euros, mais qui ne seront pas forcément magiques. Dernier élément, le prochain webinaire sera, toujours sur la cybersécurité, mais cette fois-ci appliqué au monde de la voix sur IP. Donc on parlera notamment de la protection des serveurs, mais de la protection aussi des campagnes, d'appels sortants, des campagnes de piratage, pour que vous ayez aussi une bonne vision de comment on peut protéger, ces outils de communication unifiée, hein, parce que la voix sur IP, maintenant c'est plus large que ça. En tout cas, merci à tous. Merci des interventions que vous avez faites qui étaient, toutes, constructives et éclairantes.